Bonjour ma chère Laurence Trochu, je suis vraiment très heureux de vous recevoir. Merci Paul-Marie, heureuse d'être avec vous. Au siège du Nouveau Conservateur, revue à laquelle vous contribuez très régulièrement. Ce dont je vous remercie, mais qui est assez naturel parce que, comme on le sait, vous dirigez le seul parti qui ait le mot conservateur dans son titre, c'est-à-dire le mouvement conservateur. Et cela depuis, je crois, 2018, c'est ça? Alors, le changement de nom date, je crois, de 2020. Alors, vous parlez de oui. changement de nom parce qu'auparavant, c'était Sens commun. Exactement. Alors, c'est vrai. Vous avez pris la tête en 2018. Exactement. Changement de nom parce que y a quand même cette date 2017 où Emmanuel Macron se réclame progressiste officiellement. C'est la ligne politique à laquelle il l'est totalement, oui. À laquelle il se raccroche et les faits l'ont prouvé. Et puis, ce flottement dans le paysage politique où plus personne ne sait où il habite, puisque M. Macron prétend être et de droite et de gauche, ou bien ni de droite ni de gauche. Et puis, il désigne son adversaire, en l'occurrence Marine Le Pen, comme étant populiste. Et là, moi, je ne me reconnaissais pas dans cette appellation, alors que pour autant, je me déclarais farouche adversaire d'Emmanuel Macron et de ce qu'il représentait. Et j'ai cherché à comprendre quels étaient les soubassements, en fait, de sa vision de la société, chose que précisément les Républicains ne faisaient pas. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont aujourd'hui pas simplement en peine d'inspiration, mais tout simplement en interrogation pour savoir quelle est leur place dans le rôle politique. Justement. Oui, ils ne s'interrogent pas. Ils ne savent pas du tout quel est leur cœur, exactement. Leur cœur intellectuel. C'est ça. Et donc, il fallait comprendre d'abord qui était Emmanuel Macron, c'est-à-dire quel était ce progressisme, en fait, qu'il revendiquait. Et il m'est apparu assez nettement qu'il y avait trois axes, on va dire, qui pouvaient caractériser sa pensée et puis les choix qui en étaient la conséquence. Le premier, c'est qu'il est dans une approche post-nationale, puisqu'il ne réfléchit plus et il ne pense plus la politique à l'échelle de la nation. Deuxième évidence, il est dans une approche transhumaniste. Quand quelqu'un dans son gouvernement est capable de dire qu'un père, ça peut être une grand-mère. Bon, voilà, on est au-delà de l'entendement, certes. Et puis le troisième axe, multiculturaliste, c'est quand même lui qui nous a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Voilà, donc je me suis dit, ces trois manières qu'il a de comprendre la société, de dessiner la politique qui va avec, ben en fait, il faut qu'on en prenne le contre-pied exact sur ces trois points. Vous avez soulevé une grande question, notamment à propos des LR, qui fut longtemps votre famille politique. On va le voir, nous allons un peu parler de votre versant politique, mais il y a aussi votre versant qui m'intéresse au moins autant, qui est plus philosophique. D'abord, vous êtes professeur de philosophie, et vous avez beaucoup creusé la question du conservatisme, donc il n'était pas du tout étonnant que vous donniez ce nom à votre mouvement quand il a éprouvé le besoin de quitter le nom de Sens commun en 2020. Et très tôt, vous donnez la réponse à la question de la droite et la gauche, la question que ne se pose pas justement LR. Je disais qu'ils ont perdu leur cœur, en fait ils ont perdu leur tête, leur instrument de réflexion. Vous, dès votre mémoire d'études en philosophie, vous faites, à mon avis, vous faites très fort, vous pointez l'opposition entre Parménide et Héraclite. Et Héraclite était au fond alors là, on était au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais quand même, ça va loin, le fondateur de la gauche, c'est-à-dire, il explique que tout est mouvement, c'est là le bon critère, car il est faux de dire que droite et gauche est la même chose, il y a vraiment deux représentations du monde. Héraclite, c'était un de vos premiers travaux, pose que la loi du monde, c'est le mouvement, et Parménide, qui a votre préférence, comme la mienne d'ailleurs, qui est d'ailleurs un ancêtre de Platon, que vous avez beaucoup fréquenté et que vous aimez, qui a beaucoup fréquenté Roger Scruton, que vous avez vous-même fréquenté et que vous aimez. Je fais un peu l'introduction à notre conversation, mais il y a beaucoup de cohérence chez vous. Donc Parménide répondait à Héraclite
que tout n'est pas mouvement, qu'il y avait des permanences, qu'il y avait des éléments de stabilité, ou en tous les cas de longue durée. Et c'est la fameuse image du fleuve, Héraclite disait, on ne se baigne jamais dans la même eau. Ouais. Et Parménide répondait, oui, mais c'est toujours le même fleuve. Alors, selon que l'on met l'accent sur les permanences, à tout le moins la durée, la question de savoir s'il y a des choses permanentes, c'est une question métaphysique, ça. Ouais. Mais la durée, c'est une question qui est à notre portée. C'est ce que les conservateurs aussi désignent sous le nom d'enracinement. D'enracinement, voilà, de tradition. De tradition, ouais. Et contrebalancer largement ce que, c'est incontestable, le monde peut avoir de mouvement. La loi du monde n'est pas unique, elle est faite de mouvement et de constance. Et à ce propos, souvenons-nous quand même que Emmanuel Macron avait baptisé son parti En Marche. Vous voyez, donc oui, pour signifier... C'est le mouvement. Pour signifier ce mouvement. Alors vous allez peut-être me dire, mais oui, mais oui, vous avez appelé votre parti Mouvement Conservateur. Et j'ai joué sur ce choix des mots volontairement. J'avais même pas perçu ça. Si. Oui. Parce que, vous savez, en France, où il n'y a pas une tradition conservatrice aussi développée qu'outre-Manche, notamment... ça va venir, grâce à vous venir, et à quelques autres. Et aux nouveaux conservateurs. Voilà, et on nous disait, en fait, le conservatisme, c'est la naphtaline, c'est la boîte de conserve, c'est la chose statique qui ne bouge pas, oui. C'est le réactionnaire, enfin bref, des caractéristiques qui étaient plutôt signes de quelque chose d'ankylosé, vous voyez. Et on a choisi d'accoler mouvement et conservateur pour bien montrer que... vous aviez les deux pieds. Exactement, que nous avions les deux pieds et qu'il ne s'agissait pas d'être enfermé de manière un peu nostalgique dans le passé, mais bien au contraire, le conservateur, il est animé par la transmission. Oui. Et la transmission, c'est un mouvement. Oui. C'est le mouvement qui consiste à aller vers... C'est aussi le mouvement du temps, Exactement. De toute façon, notamment la transmission. Donc il y avait ce choix. Dans une famille, je sais que vous mettez beaucoup l'accent sur la famille. Oui. Vous avez été chargé de la famille, je crois que ça a beaucoup compté dans votre vie politique, auprès de François Fillon, dont vous fûtes porte-parole, en tous les cas de la campagne primaire. Victorieuse de la primaire de 2016. Vous étiez déjà élu, je crois, assez jeune d'ailleurs, dans une... Oui, j'ai été élue en 2014 comme conseillère municipale. Puis conseiller départemental, Puis conseiller départemental en 2015, exactement. En 2015, d'accord. Je dirais un peu par hasard, parce que je m'étais aperçue en 2014 que le jeune candidat qui se présentait à Guyancourt était en fait un voisin. Donc je me suis dit, bon voilà, je vais quand même le recevoir pour un café, savoir un peu quelles sont ses motivations. Et au terme de 2 heures d'entretien fort sympathique, il me dit, ah mais moi je vous veux sur ma liste. Et on était en... Ah, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça, et je crois qu'on était en janvier 2014 pour une élection qui avait lieu en mars. Et en fait, moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. J'avais un bébé que j'allaitais encore. Enfin, j'étais pas du tout dans l'idée de passer de l'autre côté de la barrière. Et puis, c'est mon mari, en fait, qui m'a encouragée, qui m'a dit, écoute, vas-y, c'est un garçon extra, il faut le soutenir. Et puis, en arrivant en janvier dans la campagne, de toute façon, tu seras à la fin de la liste, donc tu ne seras pas élu, donc ça ne changera pas grand-chose dans notre vie. Vous le fûtes. Et voilà, parce qu'au moment où il a déposé sa liste, voilà, comme moi je sais pas faire les choses à moitié, même si je n'ai fait que 2 mois de campagne, je les ai fait à fond. Et donc, il vous a monté. Il m'a monté. Et au moment du dépôt à la préfecture, il m'a dit, au fait, je t'ai mise en numéro 4. Et comme je compte bien qu'on sera au moins 5 élus, tu seras élu. Et voilà comment ça a commencé. Le hasard domine nos vies, parce que vous n'étiez pas prédisposé à faire une carrière politique. Pas du tout. Pas tellement. Pas du tout. En plus, vous aviez vos enfants. C'est ça, je crois que vous avez 6 enfants. 6 enfants. À l'époque. J'étais avant. Vous les aviez déjà à l'époque, il y a oui. ans. Le bébé dont je vous parle, c'était le dernier qui a aujourd'hui 10 ans, du coup, vous voyez. Donc, je viens dans votre équipe pour rendre service. C'était voilà, pour rendre service, parce que de fait, il faut constituer une liste, ce qui n'est pas chose facile. Il y a un coup de collier à donner pour finir l'écriture du programme. Donc, je viens donner un coup de main. C'était vraiment la disposition intérieure dans laquelle j'étais pour rentrer dans cette campagne. Et ça m'a frappée, parce que je me suis dit, en fait, c'est cela qu'il faut garder comme état d'esprit. Je fais de la politique pour rendre service. Et je crois que ça donne une grande liberté. C'est la vieille tradition.
chrétienne de la politique, le Exactement. service, Exactement. qui s'oppose à la tradition machiavélienne, qui a ouais. tout envahi, qui a C'est complètement envahi, là, Ouais. je parle à la philosophe, Ouais. le champ politique a été envahi par la lecture machiavélienne, Presque machiavélique pour et certains, on peut le machiavélique pour dire. certains, Voilà. ce qui est une réduction de Machiavel d'ailleurs, alors que pour nous, chrétiens et catholiques, faire de la politique obéit à une autre logique, c'est du service, C'est celle et du là service. c'est tout à fait le destin qui frappe à votre porte, votre Voilà. voisin, et qui vous engage. Alors on ne vous connaît pas simplement comme élu, enfin, quand vous travaillez le terrain, en 2022, vous avez fait un assez joli score aux législatives de Versailles. Je coupe à travers champ, je crois que vous étiez à 12 ou 13%. Mais cette fois. 20 à Versailles même. Et à 20 à 20%, Versailles, oui, ouais. la circonscription débordait un peu à Voilà, Versailles. ouais. Bon, alors, ça, on voit à peu près vers où vous vous dirigez. Pourquoi, alors même que nous avions cette coopération avec les Républicains, nous avons fait le choix de soutenir Éric Zemmour? Eh bien parce que, en plein Covid, quand l'exercice politique était devenu impossible, puisque chacun était calfeutré et que donc il n'y avait plus aucune forme de militantisme ou d'exercice de l'amitié politique, nous avons lancé une grande consultation avec les moyens du bord, l'équipe des bénévoles du mouvement conservateur. Nous avons lancé une consultation pour aller d'une autre manière à la rencontre des Français qui étaient forcément devant leurs écrans, puisque c'était ce qui nous restait. Et en l'occurrence, 240 000 participations sur cette consultation, donc un succès énorme. Et nous les invitions à raisonner en termes de priorité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est prioritaire pour vous dans cette future campagne pour la présidentielle qui va s'ouvrir. Nous en avons fait un manifeste du conservatisme, un petit livret de 50 pages. Nous étions allés remettre aux parlementaires et à Christian Jacob, qui était le président de LR, ce manifeste du conservatisme en disant voilà la contribution des conservateurs à la campagne, à la future campagne présidentielle. J'ai vite compris que ça avait été mis sur l'étagère et que ça avait pris la poussière et que ça n'avait pas suscité un grand intérêt. Engagé derrière Éric Zemmour. Avant même qu'il n'ait déclaré sa candidature, parce qu'on est au printemps 2021. Oui. Et je ne le savais pas à l'époque, candidat potentiel. Ça tombait bien, un autre mouvement conservateur avec qui vous avez des liens de plus en plus proches, et je souhaite qu'il le soit de plus en plus proche. Le parti qui s'appelait à ce moment-là PCD, qui est devenu Via la Voix du Peuple, dirigé par Jean-Frédéric Poisson, avait fait un peu à mon instigation d'ailleurs le même choix. Et nous allons peut-être revenir sur ces convergences à la fin de notre conversation avec différents mouvements conservateurs. Il y a aussi le CNIP avec Bruno Nort. Je crois que vous avez créé une alliance des conservateurs. Et j'espère que, alors là je le dis tout de go, j'espère que cette alliance va prendre son essor, y compris par son implantation locale. Mais justement, ne nous attardons pas plus qu'il ne faut sur la politique, cher Laurence Trochu, parce que ce qui m'intéresse beaucoup chez vous, c'est cette recherche de cohérence intellectuelle et l'infatigable passion avec laquelle vous creusez le mot conservateur, au point d'ailleurs de rencontrer des personnages conservateurs. Je crois qu'il y avait Jean-Philippe Vincent qui a décédé il y a peu, disparu, qui avait, après avoir écrit un livre, j'aurais pas écrit le même, mais enfin un livre sur qu'est-ce que le conservatisme. Sur le conservatisme. Entre nous, j'aime pas tellement le substantif. Je préfère parler de l'esprit conservateur, le réflexe. Parce que nous sommes, nous, conservateurs, des anti-idéologues. Exactement. Donc le systématisme va mal. Bon, voilà. Donc, alliance des conservateurs, et non pas alliance conservatrice, justement, ça me paraît très bien. Mais justement, il faut savoir ce qu'il y a derrière ce mot. Et si quelqu'un le sait, c'est quelques philosophes en France, Frédéric Rouvillois, ou les auteurs du Nouveau Conservateur, j'en parle encore. Mais c'est vous, parce que vous avez aussi, outre Vincent, développé des relations avec des penseurs authentiques, et notamment le grand Roger Scruton, que vous avez fréquenté, connu, disparu hélas en janvier 2020, un peu tôt, il avait 75 ou 76 ans, mais qui a laissé une trace énorme, un travail très méconnu en France. Oui, qui reste à exploiter. Hein. Et que vous exploitez, et d'autant mieux que vous l'avez connu personnellement. Dans quelles circonstances d'ailleurs l'avez-vous connu personnellement ? Parce que nous voulions créer un événement, quand nous avons
décidé en fait de puiser aux sources de la pensée conservatrice, évidemment, on s'est tourné vers les penseurs contemporains qui étaient à même de la développer. Jean-Philippe Vincent avait une approche intéressante, mais très historique, c'est-à-dire c'était plus un historien du conservatisme qu'un penseur du conservatisme. Et donc là, justement, il le référait à Platon, je crois. Exactement. Ça allait très loin. Et Cicéron. Exactement. Et qui sont en effet des sources d'inspiration. Tout à fait. Et donc c'est là que j'ai eu connaissance des travaux de Roger Scruton. Et puis j'ai frappé à sa porte. C'est-à-dire, vous lui avez téléphoné? Oui, je l'ai par mail, je crois, par mail, et il m'a répondu tout de suite. Et je lui ai dit mon projet, c'est de fonder un projet politique dans la pensée conservatrice, dont j'avais bien compris en le lisant qu'il ne s'agissait effectivement pas d'un système, d'une idéologie, encore moins d'un prêt-à-penser, mais qu'il s'y référait comme à un état d'esprit. Qu'est-ce que c'est l'état d'esprit conservateur? C'est ça. Voilà. Qui peut varier selon les âges, selon les lieux. Rien ne vous prédisposait à être philosophe, pas plus qu'être politique. Une appétence malgré tout qui tôt dès l'époque du lycée. Donc vraiment une volonté, mais une volonté de faire de la philosophie et pas seulement de l'histoire de la philosophie, parce que c'était il y a 30 ans, hein, donc les facultés accessibles à ce moment-là étaient dans une approche plus historique de la philosophie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix d'un double cursus. En fait, j'étais à la Sorbonne, mais j'étais aussi au Centre d'études philosophiques, donc une école supérieure privée. Mais à Paris? À Paris. Oui. Qui explorait la pensée aristotélicienne. Et qui finalement m'a donné cet amour des présocratiques. C'est là qu'est né finalement. Aristote est plutôt un post-socratique, mais on oppose toujours Platon et Aristote. Les vrais philosophes savent qu'ils ne s'opposent pas du tout, et qu'Aristote était un disciple qui a discuté Platon, mais qui était un disciple d'abord de Platon. Mais pourquoi présocratique? Parce que justement, la question qui me hantait en voyant tout ce que Socrate déjà avait pu découvrir, notamment autour de la question métaphysique de l'être premier, c'était finalement quelles étaient les traces dans une pensée polythéiste et empreinte de mythologie de ce que Aristote avait commencé à percevoir, à savoir un principe fondateur qu'il n'appelait pas Dieu, mais qui en avait les attributs. Et oui, c'est l'idée suprême, c'est presque le début du monothéisme. Exactement. On peut dire que Platon esquisse le christianisme. Exactement. Et Aristote aussi, notamment dans la pensée aristotélicienne et thomiste qui a irrigué tout le Moyen-Âge et la civilisation chrétienne. Donc c'est comme ça qu'est venue ma volonté, vous voyez, de toujours remonter à la source, d'une jeune fille, je veux bien croire. De toujours remonter à la source. Et je crois qu'aujourd'hui, y compris dans l'exercice politique, un des problèmes, on va dire, de méthode pour faire de la politique vient précisément du fait qu'on ne remonte pas aux causes des problèmes et qu'on se contente de mettre des pansements qui ne soigneront en rien le mal dont on peut souffrir. Et rien n'est pire que de prendre un problème, notamment un problème international, à un moment donné, sans comprendre ce qui le précède. Confère l'affaire d'Ukraine, par exemple, qui est une illustration, pour ainsi dire, caricaturale. Mais alors là, nous sommes déjà à Paris, mais votre lycée, je crois qu'il est en Loire-Atlantique. Loire-Atlantique, exactement. Et vous êtes né dans un village de Loire-Atlantique qui est tout près de l'île-et-Vilaine, si j'ai bien compris. Aux confins qui s'appelle Villepot et qui s'écrit avec un accent circonflexe, donc les recherches étymologiques sont parties dans plusieurs directions, mais il y avait quand même un consensus pour dire que ce village, un peu ce village gaulois, était Villeposte, c'est-à-dire le dernier village, parce qu'effectivement, aux confins du département de la Loire-Atlantique, il y avait d'ailleurs une légende, on va appeler ça comme ça, qui a hanté mon enfance, parce que mon père me disait, voilà, il y a un endroit dans la forêt d'Arez, donc qui jouxte ce village, où on sait que les préfets de Loire-Atlantique, donc les préfets de département, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire et Mayenne, pourraient déjeuner à la même table, chacun
restant chez soi, ayant sa chaise dans son propre département. Et moi, j'ai ce souvenir d'avoir enfourché mon vélo pour parcourir cette forêt avec mes cousins à la recherche de l'endroit que je n'ai jamais trouvé. Introuvable. Mais, voilà, mais qui faisait partie de mon imaginaire d'enfant. Ah oui. Voilà, ouais. C'est la Bretagne malgré tout. C'est la Bretagne, oui. Vous vous sentez bretonne, vous vous dites bretonne? Je me dis bretonne, d'autant plus que ma maman, pour le coup, est née en Ille-et-Vilaine. Et puis que, j'ai envie de dire, la question théorique de la Loire-Atlantique est-elle bretonne ou pas, moi, je me la suis pas posée. Oui. Parce que la vie quotidienne, c'est une question récente, et puis surtout, la vie quotidienne était faite des traditions bretonnes, celtiques, etc. Les chants, les folklores, les fest-noz. Moi, j'ai été bercée avec du triane et malicorne, vous voyez, donc j'ai envie de dire, c'est la question ne se pose pas. La question ne se posait pas, voilà. Enfin, administrative, malgré tout, votre père était secrétaire de mairie. Exactement, oui, tout à fait. C'est bien que c'était une introduction à la politique. Il parlait des affaires de la commune à table. Oui, il en parlait notamment parce qu'il a été à un moment où il y avait quand même des grands chantiers, notamment les grands chantiers de décentralisation, les grands chantiers ruraux de remembrement. Vous voyez, ma langue a fourché, j'étais prête à dire démembrement. Parce que vous pensez que c'est un démembrement. C'est comme ça que les paysans l'ont vécu. Et je tiens justement à employer ce mot de paysan parce que ce remembrement, il a transformé la tradition paysanne et il a transformé. Il l'a détruite. Il l'a détruite et il a transformé les paysans en agriculteurs. Vous voyez, et pour moi, c'est pas la même chose. Ah bah non. Et c'est vrai qu'il y a Être paysan, c'est un état, agriculteur, c'est une profession. Exactement. Il y a eu cette dépossession. L'État fonde la profession en principe. Il y a eu cette dépossession et moi j'étais très frappée parce que je les voyais venir consulter les plans, les cadastres, etc. Et ne plus savoir finalement quel allait être le chez-soi. Et là, je rebondis sur l'analyse que fait Scruton. Voilà, on prend soin de ce qui nous appartient. Vous voyez, il y avait de ce à quoi on est attaché. Oui. Et c'est ce qui fonde d'ailleurs l'écologie telle que Scruton l'a développée dans Green Philosophy. Ouais, exactement. Et en fait, vous avez vécu toute votre enfance, à Villepot. Exactement, oui, complètement. Un peu paysanne, il y a combien? 500, 600 habitants 600 habitants, oui, donc c'était, vous savez, c'était... c'est rural. C'était très rural et mes camarades de classe savaient conduire un tracteur avant de passer un permis de conduire pour la voiture. Donc ils étaient toujours, ils avaient toujours du premier, dès la première fois. Vous avez ramassé, je ne sais pas, des pommes de terre Ah oui, la cueillette des haricots. Vous savez, avec les feuilles qui collent et que les feuilles de haricots collent. Donc quand vous ramassez les haricots, vous pouvez vous amuser quand vous êtes enfant à coller les feuilles sur le dos de celui qui fait la cueillette avec vous. C'est très drôle. C'est un jeu. C'est un jeu. Exactement. Là, vous avez travaillé un peu. Oui, mais c'était, j'ai pas gardé je pense que je suis pas très douée pour ça. Vous voyez, je pouvais exécuter, mais je n'avais pas la main verte. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui saurais fleurir un jardin. Je sais le contempler, mais je saurais pas. Non, mais déjà, vous étiez orienté. Voilà. Peut-être que vos parents en parlaient justement à table, orienté vers les choses plus théoriques et vers la philosophie. Et vers la philosophie, il y avait cette Oui, moi j'étais la Miss, on m'appelait la Miss pourquoi, c'est-à-dire je demandais toujours. C'est bien parti. Voilà, donc je crois que ça, vous l'avez creusé pendant votre scolarité. Exactement. Alors cette fois au lycée à Nantes, puis à Paris. Lycée à Châteaubriand. À Châteaubriand, voilà. Pardon. Et puis à Paris, effectivement, avec ce double cursus. Vous n'avez pas fait des études à Nantes, non pas. Vous avez sauté l'étape de Nantes. Et je suis pas allée. Je suis allée à Nantes après ma licence pour faire une maîtrise. Justement sur Parménide. Ah oui, alors plus tard. Exactement. Parce que vous n'en finissez pas de chercher. Parce qu'en fait, pour une femme politique ou un homme politique, c'est rare. Hein. En fait, quand j'ai terminé ma licence, continuez à chercher. Oui. Quand j'ai terminé la licence et que j'ai su que je voulais travailler sur Parménide, j'ai découvert que le spécialiste de Parménide, il était à Nantes. Donc je me suis dit, je vais aller travailler à la fac de Nantes pour l'avoir comme directeur de mémoire. Voilà. Donc, et de fait, après, je m'y suis installée puisque c'est là que j'ai rencontré mon mari. Voilà. Bon. Avant de revenir à Paris, en région parisienne. Exactement, faire un deuxième mémoire. Vous voulez faire un deuxième mémoire, et cette fois sur Tocqueville d'ailleurs. Exactement, je voulais apporter. Exactement, c'est un autre homme de ma vie, Tocqueville. Avec Tocqueville, on le montre à cette caméra, sur cette caméra. C'est le fameux de la démocratie en Amérique, mais c'est plus... Ah oui. C'est le tome 1, celui-là. Ah oui, parce que c'est plus gros. Oui, il y a 2 tomes.
prémonitoire à un point stupéfiant. Exactement. Ouais. Il décrit les dérives de la société Inhérente à la démocratie. Inhérente à la démocratie. Qu'il critique. Exactement. C'est-à-dire qu'elle contient en elle-même les dérives qu'on lui connaît et qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Sous les yeux, oui. Et les remèdes, parce que là j'ai amené le tome 1, mais les remèdes qu'il préconise sont aujourd'hui inopérants. Les remèdes. Alors là, je vous regarde avec des yeux ronds parce que j'ai lu le premier tome, mais pas le second. D'accord. Dites-nous, quel remède? En fait, ce que dit Tocqueville, c'est que le souci d'égalité qui, on va dire, innerve le principe démocratique, conduit nécessairement à un repli sur soi, c'est-à-dire que à partir du moment où je suis l'égal de l'autre, j'ai les mêmes droits. Donc j'ai autant que l'autre le droit d'avoir ceci ou cela, quoi qu'il arrive. Et quoi que je puisse faire. Exactement. Ou sache faire. Sache faire. Et il y a Tocqueville parle des petites ambitions, avec un peu de regard critique dans l'expression. Il dit finalement, les hommes vont pouvoir acquérir ce qui va être facilement à leur portée. Autrement dit, la démocratie va les conduire à s'enfermer dans le matérialisme. J'ai autant le droit que mon voisin de posséder une maison, une voiture, la fameuse kyrielle des droits, un droit écran aux vacances, plat, voilà. droit à la télévision, droit au repos. Exactement. À la paresse. Bref, droit à la paresse. Alors ça, je le défendrai un peu. Voilà, donc il y a chez Tocqueville cette analyse de ce que peut donner le système démocratique dès lors qu'il s'enferme dans le matérialisme et dans l'individualisme, c'est-à-dire que... Et l'égalitarisme. Mais tout cela étant, on va dire, la conséquence d'une vision égalitariste. Alors, non pas qu'il critique le nouveau régime, il se dit maintenant, moi je suis un penseur de la modernité, je ne suis pas en train de dire qu'il va falloir revenir à un ancien régime, simplement, dans cette modernité, comment allons-nous faire pour à la fois sauver l'individu qui est advenu par le phénomène révolutionnaire, et sauver le citoyen, c'est-à-dire celui qui doit continuer à se préoccuper du bien commun pour que la société soit possible. Et il propose comme solution le principe de l'association, qu'elle soit civile ou politique, parce que, nous dit-il, l'association, c'est ce qui va nous décentrer de nous-mêmes, même si nous pouvons, nous y investir, peut-être d'abord parce qu'on y trouve un intérêt. C'est ce qu'il appelle l'intérêt, bien entendu. Sortir de l'individualisme. Sortir de l'individualisme. Qui est une perversion sans fin. Voilà, c'est-à-dire que si au bout de mon jardin, il y a un chemin qui m'est utile, mais qui est aussi utile aux voisins, on va trouver une solution. Chacun y aura son intérêt. Et Tocqueville dit, petit à petit, en s'intéressant à ce qui est commun, eh bien, nous allons rentrer dans une logique justement de bien commun et de service. On en revient à ce mot. À ces deux notions, aussi bien commun. Exactement. Vieille notion. Donc ça, c'est le chrétienne. premier remède. C'est le premier remède qu'il propose. Et puis le deuxième remède, parce que là, c'est l'antidote à l'individualisme. Le deuxième remède, c'est le fait religieux. C'est-à-dire pas l'appartenance à une religion en particulier, le fait religieux en tant qu'il nous relie à quelque chose qui nous dépasse. Et précisément, qui nous empêche de nous enfermer dans une approche uniquement matérialiste. Et dans nos pauvres vies. Exactement. Et le constat que je fais aujourd'hui, c'est que précisément, eh bien, ces deux ressorts-là qui seraient à même de sauver la démocratie ne sont plus actifs, ne sont plus opérants. Et je me demande même si depuis l'épisode Covid, il n'y a pas eu une aggravation, vous voyez, du désengagement très net, je crois. De ce qui nous est commun. La solitude devant l'écran. La solitude c'est ce à quoi nous condamnent les progressistes. Et la société de consommation. En rompant les liens si nécessaires pour contrebalancer, en effet. Exactement. Pour nourrir la démocratie et prévenir de la perversion individualiste. Vous avez effleuré une question qu'on ne peut pas laisser de côté, libéralisme, à propos de Tocqueville, libéralisme et conservatisme. Une question que l'on retrouve beaucoup chez Scruton, justement. Oui. Alors Scruton, grand penseur conservateur, on aurait pu dire, on aurait pu croire, on va le présenter un peu, qu'il aurait été un des inspirateurs du Parti conservateur. Et notamment de la grande figure du Parti conservateur du XXe siècle, c'est-à-dire
qu'il a refusé de soutenir et qu'il a beaucoup critiqué, en disant et en pensant presque une incompatibilité. Alors j'ai peur de ce mot parce que je ne crois pas qu'il faille aller si loin entre le libéralisme et le conservatisme. Oui. Lui, Scruton, il faut dire, issu d'une famille, alors carrément... Avec un père communiste. Oui, c'est ça. Et qui connaissait très bien, parce qu'il est aussi présenté comme un dissident. Roger Scruton. Une famille ouvrière, il faut dire. Dissident par rapport à sa Londres. propre histoire familiale, notamment... je crois qu'il est né vers 1950, quelque chose comme ça. Par rapport à ce que son père vivait comme ouvrier dans un monde communiste. Et puis dissident aussi, parce que souvenons-nous qu'il a mené une sorte de fronde dans les universités des pays de l'Est, pour faire ce contre-pouvoir intellectuel à même de les libérer du communisme. Donc il a une aspiration à la liberté comme moteur aussi de son engagement intellectuel et politique. Il a dit, je suis un intellectuel français d'origine anglaise, dont le cœur bat pour la Tchécoslovaquie. C'est ça, exactement. Oui, c'était à peu près ça. Donc, en effet, il a fait beaucoup de choses contre le communisme, qui était certainement une réponse durable à son père. Mais alors, il a marqué les esprits en Grande-Bretagne. Il a longtemps dirigé une revue qui s'appelait la Salisbury Review, qui a été un des creusets de la pensée conservatrice. Et j'en reviens à ce point parce que nos téléspectateurs vont se poser la question. Il refuse le libéralisme, en tous les cas, la loi du marché, qui est l'alpha et l'oméga du thatcherisme et d'une bonne partie du Parti conservateur britannique, en lui opposant justement le bien commun. En lui opposant le bien commun et la beauté. Alors, ce qui échappe aux lois du marché et la personne humaine. Voilà, merveilleux. Venons-en à ce centre de l'iceberg, c'est-à-dire, c'est d'abord un esthéticien. Ce n'est pas quelqu'un qui vous maquille, un esthéticien. C'est un penseur de la beauté. C'est un penseur de la beauté. Alors, venons-en à ce point. Et c'est un deuxième, je dirais, ça a été ma deuxième porte d'entrée. Quand j'ai commencé Scruton, j'ai commencé avec l'ouvrage de l'urgence d'être conservateur, qui me paraissait... dont le titre me paraissait correspondre exactement à ce qu'on vivait en 2018, quand on a vu justement ce progressisme s'installer avec Emmanuel Macron. L'urgence, elle était vraiment là. Donc je suis rentrée dans la pensée de Roger Scruton par ce livre-là. Et puis, petit à petit, j'ai découvert l'immensité de l'œuvre, et notamment son attachement à la beauté et à l'écologie. Alors, non pas l'écologie... Ça va de pair. Non pas l'écologie... La conservation de la nature. Non pas l'écologie telle qu'on nous la sert matin, midi et soir ici sur tous les plateaux avec des porte-voix qui sont discrédités d'ailleurs aujourd'hui quand il s'agit de parler de la préservation de l'environnement. Ils sont même opposés aux lois naturelles. Exactement. Et il y a quelque chose qui m'a frappée chez Roger Scruton, justement, c'est qu'échappait à la considération marchande ce qui constituait les permanences de l'humanité. Et parmi lesquelles, bien évidemment, la personne humaine, j'ai presque envie de dire même une certaine idée de la France, la nation, l'environnement, au sens de ce qu'il y a de plus proche, plus immédiat. C'est pas théorique. Exactement, c'est pas l'écologie où on va sauver la planète, vous voyez, complètement Scruton, déconnecté. par exemple, a de belles pages sur l'agacement que lui procurent des promenades dans la campagne anglaise, jonchées de bouteilles de bière et de canettes, en disant mais les producteurs de produits et de soda et de choses, cochonneries de ce genre, externalisent une partie de leur coût et ils ne les recyclent pas. Exactement. Et puis la manière même... Ça suppose une intervention de l'État. Exactement. C'est pas le marché libre qui va comme il va. Et la manière même dont il conçoit la ville, parce qu'il fait une écologie de la ville, en pensant la ville à travers ses différents quartiers comme un être vivant, avec des artères, avec les portes et les fenêtres qui sont les yeux de la maison, avec les rues qui permettent le lien social. Aujourd'hui, nous avons des villes, notamment les villes modernes, là où j'habite moi, à Saint-Quentin en Yvelines, où chaque quartier est refermé sur lui-même. Il y a des grandes artères qui sont des 2 fois 2 voies qui ne permettent pas la communication
du Entre un bout quotidien. et l'autre Vous voyez, de la vie. Oui. et vous savez que juste avant de mourir, puisque donc il était malade d'un cancer, Hein. le Noël qui a précédé sa mort, le jour de Noël, on a un petit échange par mail et il m'envoie des pages traduites et une sorte de synthèse de son ouvrage Green Philosophy, parce que ça faisait des mois et des mois que je lui disais, il faut que cet ouvrage soit traduit. Mais oui, bien sûr. Ce livre, en fait, personne n'en avait de traces exploitables, et n'oubliez pas que moi, le livre m'intéressait si je pouvais en retirer des orientations pour une politique qui permette de décliner une écologie conservatrice. Et donc cette synthèse qu'il m'a envoyée, il me l'a envoyée un peu sous la forme d'un testament. Et je n'ai pas compris le message tout de suite. Il se savait mourir. Voilà, parce qu'il se savait mourir quelques semaines après. Et moi, je m'en veux parce que bêtement, je lui ai dit c'est magnifique, revoyons-nous à Paris pour en parler. C'était ce qu'il fallait dire. J'étais complètement à côté de la plaque. C'était ce qu'il fallait dire. Mais je pense que c'était avec beaucoup de pudeur sa manière de dire au revoir sans le dire vraiment, vous voyez. Vous l'avez beaucoup aimé. Hein. Voilà. Vous l'avez beaucoup aimé. Donc c'était très touchant. Beaucoup, ouais. Mais je me suis sentie, dans la mesure où je l'ai reçu comme un héritage, je me suis sentie obligée ensuite de le mettre de le traduire. Alors j'en avais pas la compétence parce que c'est quand même un gros pavé. Il a écrit un nombre de livres considérable. Considérable. Laetitia Stroche-Bonnard, qui est sa traductrice française officielle, m'a vite fait comprendre qu'elle s'était tellement arraché les cheveux, elle y avait passé des jours et des nuits pour les précédents, qu'elle serait pas volontaire pour recommencer. Donc au mouvement conservateur, on a la chance d'avoir des personnes qui maîtrisent très bien l'anglais. L'anglais classique en plus. En fait, on a découpé le livre. On s'est dit, on va faire un travail. Chacun va travailler sur des chapitres. Et puis après, il nous faudra avoir une vision d'ensemble que je me proposerai de développer pour que notre traduction du coup n'a rien d'officiel, elle n'a rien de labellisé, mais elle nous a permis de dessiner l'état d'esprit conservateur à partir duquel on pouvait penser le défi de l'écologie. Margaret Thatcher s'est jamais inspirée de lui, ne l'a jamais rencontré, ne l'a pas lu. Les conservateurs britanniques sont restés, pas tous. Non, ils sont restés assez à l'écart. En grande partie à l'écart du personnage. Oui. C'est ce qu'il ne faut pas faire en France. En fait, ce que je me dis, c'est que, vous voyez, nul n'est prophète en son pays. Oui. Et je suis convaincue qu'on en est qu'au tout début de l'aventure Roger Scruton. C'est-à-dire que c'est un héritage à faire prospérer. Exactement. Et la fondation du Pont-Neuf, parce que vous avez cité Frédéric Rouvillois et la fondation du Pont-Neuf a consacré l'hiver dernier un colloque à peu près au moment de l'anniversaire de sa mort, justement pour développer, avec des intervenants qui étaient à même de développer, je dirais, Rouvillois qui décrit justement l'esprit conservateur comme une urgence, exactement. En reprenant un titre de Scruton. Alors Scruton était un peu français, il le disait, je suis intellectuel il aimait français. Le vin. Il a aussi vin. écrit des livres sur le vin. Il a aimé la France, il a aimé Paris, et une partie importante de sa vie, courte mais décisive, fut encore une coïncidence. Mai 68. Mai 68, où il était en études, à Paris. En prolongeant ses études à Paris, parce que pour tout Britannique qui se respecte, quand on est philosophe, c'est un passage obligé. Je le précise. Et il voit 68 sous ses yeux, avec un profond dégoût. Oui. C'est ça qui le conforte. Qui a été un moteur. Ça a été un moteur parce qu'il a vu en mai 68 le principe même de la destruction. On pourrait dire déconstruction parce que c'était l'époque des philosophes et donc le mot était celui-ci, mais d'une déconstruction qui était aussi une destruction au sens physique du terme. On enlevait les pavés et on cassait tout. Voilà, Barthes, Foucault. C'est ça. Des déconstructeurs qui sont des destructeurs. Exactement. Et dont on voit l'aboutissement aujourd'hui. Et qui règnent sur les esprits aujourd'hui au pouvoir. Les esprits exactement. Avec, qui reste de pouvoir. Avec notamment l'influence qu'ils ont eue sur l'éducation, sur l'instruction, parce qu'ils ont inspiré ceux qu'on appelle aujourd'hui les pédagogistes et qui ont fait cette révolution considérant que finalement il n'y avait plus
de maîtres et d'élèves. Il n'y avait plus que des gens qui cherchaient ensemble à connaître et à comprendre. Et vous savez que quand j'ai enseigné, d'ailleurs, c'était une des premières choses que j'ai faites en prenant possession d'une classe. Vous savez, où les tables étaient disposées en U parce que les élèves avaient tous en tête d'ailleurs qu'un cours de philosophie, c'était un vaste débat. C'était, et moi, j'avais 23 ans. Et j'étais sans doute le plus jeune professeur de l'établissement. Et j'ai fait remettre les tables les unes derrière les autres. Parce qu'il y a le professeur, il y a les élèves. Exactement. Alors, ils étaient étonnés. La déconstruction va tellement loin. Alors ça, c'est Platon qui serait horrifié. D'ailleurs, Platon a des phrases terribles sur les situations de décadence quand les pères deviennent des fils et les professeurs des élèves. J'entendais un professeur l'autre jour dire « Ah, c'était une bonne année, j'ai beaucoup appris de mes élèves. Ouais. » Vous voyez, le renversement des choses, la déconstruction, c'est bien ce que vous dites. Alors, puisque je vous tiens, Laurence Trochu, je vais vous poser 2 questions dont j'espère qu'elles ne sont pas trop théoriques, mais avec vous, on ne se perd pas dans les échafaudages théoriques. Et c'est assez précieux. Première question, vous disiez tout à l'heure, nul n'est prophète en son pays. Il y a une grande tradition conservatrice en Grande-Bretagne. Il y en a une aux États-Unis, assez différente d'ailleurs. Et inutile de dire que les néoconservateurs, par exemple, qui polluent ce mot, sont presque... Contre-productif. Oui, c'est contre-productif, mais observons qu'ils sont presque tous des démocrates. Oui. En réalité, ils ne sont pas du tout parti conservateur. Les néocons, comme on dit, inutile de les citer tous, sont plutôt des démocrates. Les réalistes, comme Kissinger, sont plutôt des républicains. Donc on joue à front renversé. Vous voyez les mots. S'il faut exercer en tant que conservateur un exercice physique quotidien, c'est se méfier des mots, les repolir, comme disait Cicéron. Mais c'est pour ça qu'on a fait ce pari de reprendre le mot conservateur, dont on nous disait « Oh là là, mais ça ne marchera jamais oui. ». Regardez, c'était en 2019-2020. Aujourd'hui, ça fait partie des mots à travers lesquels on pense le registre politique. C'est exactement ma question. Le mot à mauvaise presse, c'est un défi que vous relevez, que nous relevons avec le nouveau conservateur. Parce que le mot conservateur en France était bien parti avec Chateaubriand, avec l'équipe du conservateur première manière, née en 1818, la première mouture, Bonald. Etc. Burke, on a aussi... Oui, il y avait Burke. Mestre était encore vivant, il a collaboré, mais ce n'était pas le noyau dur du conservateur. Il faut citer bien sûr Burke, qui peut être le plus gros monument, avec une simplicité désarmante à visiter quand on veut s'initier à la pensée conservatrice. Mais ensuite, le mot en France, qui était plutôt bien parti avec ses plumes prestigieuses, c'est affadi. Au fond, le conservateur, c'est un type qui est assis sur un fauteuil comme nous le sommes, en bon bourgeois. Il nous manque la pipe, le cigare, la tasse de thé. Alors, la pipe, pour moi, ça va être dur, mais... ou bien le verre d'alcool. Et puis les charentaises aux pieds. Enfin, je veux dire, le conservateur, c'est la naphtaline. La naphtaline. Il a fini par prendre un très mauvais sens. Mais je me pose une question, et je vous la pose. Est-ce que le mouvement conservateur en France, dans son histoire, n'a pas pris d'autres mots ? À la fin du XIXe siècle, et surtout au début du XXe, au fond, l'esprit conservateur français est devenu ce qu'il était à l'origine, au fond, contre-révolutionnaire, c'est-à-dire royaliste. Est-ce que l'Action française n'a pas été le grand mouvement, c'est une thèse de Rouvillois dont nous parlons encore, nous allons l'inviter, Frédéric Rouvillois, pour poursuivre notre réflexion sur l'esprit conservateur. Est-ce que l'Action française n'a pas été le grand mouvement conservateur du XXe siècle, avec son rejeton tout trouvé, qui est le gaullisme. De Gaulle a lu l'Action française du début à la fin enfin jusqu'en 1938 en tous les cas, d'après ce que disait sa sœur Agnès, sa sœur aînée. Sans faire de référence nécessaire à Maurras, encore qu'il en a fait, ce mouvement
Action française et gaullisme n'ont-ils pas été essentiellement conservateurs à la française? À la française. Qu'en pensez-vous oui, de cette filiation? par ce souci des permanences, en fait. Voilà. Ce souci des permanences, cette volonté de considérer que l'histoire n'a pas commencé à la Révolution française et que ces différentes étapes ont forgé, et l'expression est de De Gaulle, ont forgé l'âme française. Et je pense que notre rôle aussi est de ranimer cette âme française. Oui, et la continuité, ainsi que pour tous les peuples. Exactement, la continuité, le droit à la continuité historique. Oui, en quand fait, il parle de la Russie qui a absorbé le communisme comme un buvard, ça, c'est typiquement conservateur. C'est-à-dire que l'essence, et c'est même platonicien, l'essence de la Russie est plus forte que ce que les mots, on revient à la vieille querelle des mots et des choses, ce que les mots qu'on colle sur lui ou sur elle et qui sont passagers et qui se détériorent. La France, c'est la France. Oui. Et puis vous savez cette anecdote quand il va à Fécamp, tout le monde s'est fichu de lui, je salue Fécamp, petit port de pêche, et qui entend le rester. Tout le monde a dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une tautologie très platonicienne qui veut dire qu'une chose est une chose et doit le rester. C'est ça. Fécamp est un port de pêche, il est au bord de la mer, il ne va pas s'installer à Montluçon. Mais vous voyez à quel point ce genre d'évidence pourrait ne plus en être aujourd'hui. Voilà, quand on en arrive à dire que un homme peut être une femme et inversement, en fait, on n'a même plus la liberté de parole sur la réalité. Et je pense qu'une des grandes caractéristiques de l'état d'esprit conservateur, c'est de revenir au réel. Et c'est là qu'il y a aussi une filiation présente dès la création de Sens commun. Le slogan de Sens commun à sa naissance en 2013, c'était « Réconcilier la politique avec le réel ». Voyez, donc c'est très prémonitoire. C'est très prémonitoire. Et quelle année dites-vous? 2013, il y a 10 ans. Oui, un peu dans la foulée de la manif pour tous. C'est pour ça que j'insiste sur cette année 2013. C'était la grande année des grandes manifestations. Et oui, et puis des manifestations qui étaient en réponse, souvenez-vous, à cette parole malheureusement prophétique de Christiane Taubira, parce que la prophétie a été accomplie et est en train de se réaliser. Cette loi de 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, c'est un changement de civilisation. Elle l'a présenté en ces termes. Donc vous voyez, quand on réactive aujourd'hui la notion de droite civilisationnelle, portée par Éric Zemmour dans la campagne présidentielle et qu'on continue à porter, il y a bien ces deux dimensions dans la droite civilisationnelle. Il y a la civilisation comme identité, comme culture, comme mœurs, et puis il y a une civilisation qui a été façonnée par la chrétienté et qui a dessiné la notion de personne humaine. C'est très important. Et c'est cette deuxième jambe, j'ai envie de dire, que le mouvement conservateur porte en tant qu'allié de reconquête dans le champ politique. Vous avez participé aux grandes manifestations de 2012 et 2013, oui, bien sûr. Avec Frigide Barjot d'abord et ensuite Ludovine de la Rochère. Qui ont contribué, elles aussi, l'une et l'autre, au nouveau conservateur. Elles ont illustré quelque chose de très important. Alors, on a dit que ce mouvement était un mouvement anti-homosexuel, des conneries pour les journalistes, excusez-moi de dire le mot, mais il n'y en a pas d'autre. Alors que ce que nous défendions, c'est l'essence des choses, c'est la pérennité. L'essence et le sens. C'est-à-dire un père est un père, une mère est une mère. Et puis le cadre il faut un père et une mère voilà. pour faire un enfant qui est un enfant et qui est un être à respecter, et non pas que l'on achète. Un objet, exactement. Mais oui, un objet, une marchandise. Marchand, c'est-à-dire que nous ramenions les choses à leurs principes. Oui, et à la réalité. Et cette série de grandes manifestations qui ont bien marché ont prouvé qu'un réflexe d'ordre philosophique, en réalité, pouvait mobiliser 1 million, 1,5 million, peut-être qu'aux Invalides, on était plus qu'1,5 million, ce qui était assez prometteur. Et c'est devenu politiquement sens commun, mais hélas, ça n'a pas renouvelé la droite au sens de la droite qui ne l'est plus, en tous les cas, qui a perdu ses références aux permanences et à la pensée des continuités, notamment nationales. Complètement. Et qui, en fait, cette droite qui a toujours considéré qu'elle avait liberté de vote sur les sujets dits sociétaux, je déteste cette expression, mais en faisant ce choix-là, elle traduit tout simplement qu'elle n'a pas de cadre anthropologique pour penser la société. Parce que si on ne sait pas
qui est l'homme avec un grand H, Oui. comment peut-on prétendre diriger une société? Et elle se fait cueillir par le transhumanisme Exactement, rampant. Exactement. C'est-à-dire les manipulations biologiques, et on ne sait plus ce qu'est l'homme, Exactement. et la perte de vue de la conception de l'homme, Oui. Que postule le transhumanisme, Oui. puisqu'il veut faire un homme nouveau. Exactement. Et l'antispécisme, parce que je pense et l'antispécisme, oui, je oui. pense qu'en fait, maintenant que Alors précisez les maintenant choses. que plus personne ne sait ce qu'est un être humain, précisément parce qu'il y a eu cette déconstruction des repères et des limites, les limites étant pour les conservateurs quelque chose qui protège et non pas quelque chose qui enferme. Il y a eu cette déconstruction qui fait que l'homme aujourd'hui est pris en sandwich entre l'antispécisme qui prétend que l'homme n'est rien de plus qu'un animal comme les autres. Et voilà. Donc, voilà. Et puis le transhumanisme qui prétend que l'homme peut aussi être une machine, ou peut être augmenté par la machine. L'abolition de toutes les distinctions. Exactement, de toutes les distinctions. Vous voyez cette fluidité que d'ailleurs Frédéric Rouvillois décrit très très bien dans le livre qu'il a consacré à comprendre les ressorts d'Emmanuel Macron en faisant remonter au Saint-Simonisme, Saint-Simon, sa filiation philosophique. Eh bien, il montre très bien ça. C'est la fluidité, le gender fluide en est une expression, passe partout, mais ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Oui. Il y a chez nos adversaires une vraie cohérence. Eux, ils savent où ils vont. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont, et ils n'ont pas de pudeur sur les chemins voilà, ils peuvent dire des énormités, mais ils les disent quand même, vous voyez. Et c'est probablement ce qui manque aujourd'hui aux conservateurs, aux gens qui se reconnaissent dans cet état d'esprit, qu'ils soient engagés ou non en politique, c'est cette niaque, cette ténacité, parce que ça fait 10 ans qu'on est dans l'opposition. Alors, on va finir sur les questions politiques. Notre conversation est vraiment, je vous le dis tout de go, je ne le dis pas toujours passionnante, et je pense qu'on pourrait rester quelques heures, parce que vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de répondants. Mais ma deuxième question, un peu théorique, avant de finir sur les perspectives politiques, il faut y venir aussi, est la suivante. On me demande souvent, vous dirigez le nouveau conservateur, mais dites-moi ce que c'est qu'être conservateur. Alors, je réponds, il y a deux choses. C'est d'abord pas un système, et je voudrais savoir votre réponse. Je vous propose ma réponse, vous allez maintenant la critiquer, il le faut. D'abord, la croyance en quelques principes qui ne sont pas de l'ordre idéologique, mais qui sont des observations immuables. Alors, il faut dire la liberté, il faut dire l'appartenance à une communauté, nous sommes des animaux sociaux, ça c'est anthropologique. C'est-à-dire communauté à la fois au sens historique et au sens géographique. Oui, c'est-à-dire aussi bien le village que la tradition. Scruton m'avait dit la porte d'entrée dans le conservatisme en France, c'est la nation. C'est intéressant qu'il ait dit ça parce que, vous savez, il y a quelque chose que je constatais quand je commençais, personnellement, à me dire conservatrice. On me dit, ah oui, mais moi aussi, je suis conservateur sur les sujets de société, je suis libéral en économie, je suis patriote ou je suis européiste sur les sujets régaliens, etc. Il y avait cette manie de découper les secteurs. Et ce que j'ai compris en travaillant avec Roger Scruton, c'est que le conservatisme permettait d'unifier tout cela. Et ce qu'on a traduit, nous, au mouvement conservateur, à travers 5 verbes. Des verbes d'action. Justement parce que recevoir, c'est-à-dire nous sommes les héritiers d'une culture, d'une civilisation, d'une géographie, d'une conception de la personne humaine, des relations hommes-femmes, tout ce que vous voulez. Aimer, c'est-à-dire à rebours des progressistes qui sont là pour détruire. Nous aimons le réel, nous aimons les gens, nous aimons la création. La création, mais la création habitée. Vous voyez, parce que je pense qu'on ne s'engage pas en politique si on n'aime pas les gens qu'on veut servir. Protéger parce que les menaces, on ne va pas s'y attarder, on les a déjà explicitées. Elles sont tout autour de nous. Améliorer, parce que le conservateur n'est pas l'ennemi du progrès. Il est l'ennemi du progressiste, mais il n'est pas l'ennemi du progrès. Avec pragmatisme. Selon les circonstances. Exactement. Et transmettre, parce que ce que nous faisons, si on y passe autant de temps, c'est parce qu'on a cette conscience que nous ne sommes pas propriétaires
précisément de cet héritage et que notre engagement, il est pour les générations futures. Et là, c'est aussi la maman qui vous parle. Parce que quel monde allons-nous laisser Mère à de nos, 6 enfants, à nos enfants. Exactement. Mais alors, il y a un point sur lequel il faut insister parmi ces 5 verbes, c'est protéger. Et justement, il y a derrière cela un paradigme dont nous pourrions faire aussi un paradigme central, c'est la nature. C'est la protection de la nature, mais la nature humaine aussi. Et les lois de la nature, qui sont immémoriales. Et puis la loi de nature. Je cite toujours cet exemple fou, très symbolique du passage au monde, au progressisme, l'anecdote de la vache folle. Elle m'a passionné. On s'est mis à donner à un carnivore des farines. Bon. À un herbivore des farines carnées. Et elles sont devenues folles. C'est-à-dire, ça ne marche pas. Il y a des lois de nature. On ne peut pas tout faire avec des résonances, bien entendu, sur les manipulations génétiques qu'on nous prépare aujourd'hui à base de prétendus vaccins qui sont des injections expérimentales. Des manipulations génétiques qui, indépendamment de ce sujet-là, sont déjà dans la loi de bioéthique de 2020, puisqu'on y trouve, alors personne ne l'a vu parce que tout le monde a été focalisé sur l'article 1 permettant la PMA, pour les femmes voulant avoir des enfants ensemble. Mais quand même, n'oublions pas que dans les articles, je crois que c'est l'article 17, on a aussi l'introduction de cellules, alors je ne sais plus dans quel sens c'est, de cellules humaines dans l'animal. Oui, c'est les fameuses chimères. Les chimères. Sur lesquelles nous insistons. Et la loi a été votée. Oui, on ne sait pas à quel point on avance vers le transhumanisme, un grand pas, mais secret, silencieux, incompris, et d'autant moins jaugé qu'on a perdu les références. C'est ça la grande damnation du monde moderne. Maffesoli est assez prolixe sur le sujet. On a perdu le sens des choses, le sens des mots, la vérité d'une chose telle qu'un mot est censé la traduire plus ou moins bien d'ailleurs, et sans les tripoter. Alors redites-nous ces 5 verbes parce que je pense qu'on tient un bon bout. Recevoir, aimer, protéger améliorer, transmettre. Et transmettre. Voilà. Et vous voyez, je reviens de Budapest. C'est le sens commun, c'est déjà sens commun. Non, c'est le mouvement conservateur. C'est le mouvement conservateur. Je reviens de Budapest puisqu'il y avait le sommet de la démographie. Septembre 2023. Voilà, exactement, au cours duquel intervenaient Viktor Orban, Giorgia Meloni, Katalin Novák, la présidente de Hongrie. Et j'ai été frappée aussi par le président de la Bulgarie qui était là et qui disait on encourage nos enfants, on les pousse pour qu'ils réussissent leur vie professionnelle, leur vie sociale, mais est-ce qu'on les encourage à fonder une famille? Et la question était très pertinente parce que en même temps, vous avez vu l'actualité, c'est Lampedusa, c'est 11 000 migrants qui arrivent sur cette petite île de 20 km². C'est Marion Maréchal qui fait ce déplacement express pour aller soutenir Giorgia Meloni abandonnée par l'Union européenne. Et ce défi démographique qui est le nôtre et que nous ne sommes plus en mesure de relever précisément parce que ce changement de civilisation que Christiane Taubira a amorcé il y a 10 ans portait sur la racine même de la famille et de la loi naturelle de la fécondité. Voyez. Peut-être que l'origine, c'était encore avant Taubira, c'est l'avortement, c'est 74. Oui, mais là, il y a eu avec Christiane Taubira la mise en mots d'un projet qui était annoncé de manière totalement décomplexée. C'est-à-dire que c'est nous qui avions des pudeurs parce qu'on a peur d'être traité de ci, de ça, etc. Donc, nous, les gens de droite, on a aussi notre responsabilité. Parce que la nature a horreur du vide et nos adversaires occupent la place que nous leur laissons. Que notre absence de réflexion c'est la raison pour laquelle Tocqueville, et je reviens ici à l'engagement sur lequel il insiste, le désengagement du citoyen fait un État fort, trop fort, et fait des citoyens des moutons. Il y a des passages qui correspondent exactement
à la description du Parlement dans le premier quinquennat de Emmanuel Macron. On a l'impression que le Parlement reprend des couleurs cette fois-ci. Mais, vous voyez, et en Hongrie, pour le coup, Viktor Orban a très bien dit les choses. C'est qu'il a dit la question de la démographie et de la natalité, bien sûr, c'est dans nos poches. Et il a su répondre à cela avec une politique familiale absolument incroyable. Vous ne payez plus d'impôts dès lors que vous avez 3 enfants. C'est ce qu'a fait la France avec De Gaulle et une vraie politique nataliste. République et après la Exactement. Oui. Donc c'est dans nos poches, mais il dit aussi c'est dans nos têtes, c'est-à-dire dans nos mentalités. Et c'est là que la référence que je faisais au président bulgare était intéressante parce que nous sommes là face à un choix de civilisation qui va réconcilier ces deux approches de la droite civilisationnelle, la culture, les mœurs, avec le problème de l'immigration, et puis la famille comme cellule de base, la conception de la personne humaine, la nature humaine qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'une est solution de l'autre. Si aujourd'hui le défi démographique est relevé par le choix de l'immigration, c'est parce que ont été détruites les autres solutions, et à commencer par celle de la natalité. Et voilà. Alors, j'en reviens à mon idée de réponse à donner à la question qu'est-ce qu'être conservateur. Vous avez cité 5 piliers qui sont des principes, on peut les adapter, et puis je crois qu'il y a une autre branche. C'est un certain pragmatisme, l'idée que ce qui est valable ici n'est pas valable là, et que le choix politique était toujours contingent en fonction des circonstances, autre thème du général de Gaulle, et peut-être que ce qui guide le choix des circonstances, c'est justement peut-être l'esthétique, la beauté. Oui, la beauté. Alors là, nous revoilà chez Platon, encore la beauté comme symptôme, comme signalement de la vérité. Oui, et vous voyez, j'ai été étonnée, agréablement surprise. Alors j'attends de voir la réalisation. Mais la semaine dernière, vous savez, Emmanuel Macron a annoncé vouloir, modifier faire quelque chose sur l'aménagement du territoire, prenant conscience de la laideur des zones artisanales, industrielles, commerciales. La laideur de ce monde le condamne. Exactement, la laideur On sait qu'il a tort parce qu'il fait des choses laides. Exactement. Et nous, en revanche, nous magnifions la beauté, non seulement le lieu, les lieux, mais dans notre mission propagandiste, presque. Vous savez à qui je pense? C'est à votre presque voisin, Philippe de Villiers. Oui. Au Puy du Fou. C'est une œuvre esthétique, avant tout, qui a restauré une tradition et une succession de vérités à portée universelle. Très ancrée et très universelle. Et très universelle. Et c'est aussi ça que j'ai vu en Hongrie cette semaine. C'est qu'il y a là-bas, ils magnifient des traditions. D'abord, le sommet avait lieu au Musée des Beaux-Arts, qui était un endroit magnifique. Et ils mettent en valeur des traditions folkloriques, etc. Chez nous, moi je me souviens, je vous ai parlé de ma vie à la campagne, dans les années 80-90, quand on cherchait à perpétuer ces traditions, on était les bouseux. C'est-à-dire que... Expérience à quelques kilomètres de chez vous, que vivait au même moment Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, exactement. C'est-à-dire que ce patrimoine dont nous héritions, que nous recevions, il ne fallait plus l'aimer. Vous voyez ? Et il fallait s'en détacher pour prendre comme modèle ce qu'on n'appelait pas encore les métropoles, mais qui était ce culte du pratique, vous voyez, où on rentre plus dans les villes, on est dans les... Un magma épouvantable. Voilà. Et notre guide, c'est bien ce que je disais, c'est la beauté, c'est l'esthétique. Exactement. La réussite du Puy du Fou, qui parle beaucoup. J'aventurerai une question qui pourrait vous gêner. Que pensez-vous de la Révolution française, justement? Est-ce que vous vous sentez un peu chouane? Parce que la Loire-Atlantique, ce qui est aujourd'hui la Loire-Atlantique, a été chouane aussi. A été chouane. En fait, moi j'en vois ce beau souci de la liberté, mais j'en vois surtout ce qui a été un des je ne sais pas quel mot employer parce qu'il y a quelque chose de douloureux, je pense, y compris pour les Français qui
qui font aujourd'hui le constat d'un pays qui est complètement divisé. Et oui, qui est divisé contre lui-même. Divisé contre lui-même. C'est-à-dire qu'il y a eu, je vais vous raconter une anecdote et vous allez comprendre, il y a eu quelque chose de cassé. Un jour, je suis sollicitée par l'institutrice de mon fils aîné, qui me demande de venir en entretien. Alors j'étais un peu étonnée quand même, je me dis bon, c'est un élève, c'était un bon élève, que se passe-t-il, voilà. Et puis elle me dit voilà, vous êtes probablement royaliste, peut-être monarchiste, voilà. Pourquoi me dites-vous ça? Enfin, je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Inquisitorial, un point inacceptable. Elle me met sous les yeux, c'était une classe de CM2, donc elle me met sous les yeux la copie de mon fils. La question qui avait été posée en interrogation, en devoir, c'était quels sont les grands principes fondateurs de la Révolution. Donc elle attendait comme réponse liberté, égalité, fraternité. Et mon fils avait répondu qu'est-ce que la liberté qu'est-ce que le droit pour un peuple qui tue son roi? Il avait 9 ans. Ça avait choqué la brave Donc, c'est pas que ça l'avait choqué, c'est que non, parce qu'elle n'était pas idéologue. Non, c'était pas l'objectif de l'entretien. Mais vous voyez, un enfant de 9 ans avait été capable de comprendre que quand on revendiquait à tout bout de champ des droits pour ci, des droits pour ça, etc., quelle crédibilité on avait quand on avait tué son roi. J'ai trouvé, c'est des anecdotes, vous voyez, je dirais, la vérité sort de la bouche des enfants. Et c'est ça qui a été qui aujourd'hui dont souffre notre nation, c'est qu'elle se refuse comme héritière en fait d'une conception des relations humaines qui était celle mêlant, je dirais, certes, certainement des injustices, mais aussi la protection. Oui, alors, hélas, cet entretien touche à sa fin, mais vous me faites penser, on a encore un petit volet politique, à ce que disait à ce micro, lors d'une précédente conversation, François Martin, que vous connaissez bien, qui est un des contributeurs constants des nouveaux conservateurs, disait la France, c'est malheureuse, les Français sont malheureux, parce qu'ils sont divisés contre eux-mêmes, ils ont perdu les 3 piliers de ce qui font l'être français. Alors, Dieu, le roi, et il ajoutait la paysannerie. Oui, on a parlé de la paysannerie tout à l'heure. Et Dieu, est-ce qu'on peut dire quand même, ça va de soi que vous êtes chrétienne et que ça fait partie du logiciel conservateur? Attention, la question est piquante. La question est piquante parce que... La foi catholique, qui elle aussi, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, comme le Puy du Fou, s'est imposé peu à peu dans les Gaules par la beauté, par les rites, par les cathédrales, par l'encens, par le chant, par la musique, par la peinture. C'était extraordinaire floraison d'art et de beauté qui a été le signal d'une vérité qui était la transcendance. Mais je dirais finalement, sens du sacrifice christique. Ce que vous décrivez là, c'est plus la chrétienté que le christianisme. Peut-être, oui. Comme culture. C'est ce que ça a façonné. Je parlais tout à l'heure de la conception humaine, de la personne humaine. Elle nous vient du christianisme. Si aujourd'hui, c'est flagrant, prenez le cas de la relation homme-femme. Elle nous vient du christianisme, dans notre tradition occidentale. C'est bien la raison pour laquelle le choc avec la civilisation musulmane est si fort. Et je crois que c'est ce qui l'illustre le mieux. Mais on est là, dans cet héritage dont vous avez décrit les manifestations visibles à travers l'art, à travers ce qui finalement a façonné notre culture. Le problème, effectivement, il est aussi quand on le coupe de sa source. Et là, je crois que la loi de 1905 sur la laïcité, etc., eh bien, en est le révélateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait un très très bon article dans le Figaro ce week-end à ce sujet. Ça s'est fait dans la douleur. Enfin, la Troisième République, ça a été
extrêmement Il y a un très violent. bon livre de Jean Sévillat. Exactement. Sur la violence qui ont accompagné la loi de Ça a été 1905. extrêmement violent, Terrible. au point que, vous voyez, cet héritage... La police investissant et saccageant des messes. Exactement. Mais cet héritage chrétien que vous mentionnez, cet héritage culturel chrétien que vous mentionnez, ce sont les mêmes qui le déboulonnent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le courant woke s'attaque en faisant une analyse très sectaire de la loi de 1905, s'attaque pas simplement à la transcendance, aux religieux et à la pratique que chacun peut avoir, il s'attaque aux signes de ce Vous passé-là. vous souvenez que dans cet épisode que vous avez mentionné et qui est tellement révélateur et glaçant, c'est-à-dire l'enfermement, les mesures anti-Covid, prétendument anti-Covid, je dis enfermement, ça s'appelait un autre nom. Confinement. Le confinement, oui, pardon, j'allais droit au but. Une des mesures phares a été la fermeture des églises. C'est que même la Révolution n'avait jamais osé faire. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. On est arrivé à fermer d'autorité. D'ailleurs, de quoi là, Via a marqué un point en portant la question devant le Conseil d'État et en obtenant gain de cause. Jean-Frédéric Poisson et ses équipes. Alors, hélas, il faut que nous concluions par la politique. Que faire? Vous savez ce que disait Bergson, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, l'avenir, c'est ce que nous allons faire. Exactement. Alors, qu'allons-nous faire? J'aime bien cet anti-fatalisme. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Mélanie en Hongrie la semaine dernière. Elle disait « Le déclin est un choix, ce n'est pas une fatalité ». Je pense que le réveil des Français doit passer par l'espérance. On a évoqué tout à l'heure, je dirais, l'héritage chrétien. L'espérance en est une part qui, je pense aujourd'hui, est probablement la vertu à réactiver. Et le travail intellectuel. Et le travail intellectuel, bien sûr, mais ça va de pair. Ça va de pair, mais il faut avoir... Je voudrais que vous me fassiez, dans chaque numéro du Nouveau Conservateur, une tribune. Mais vous avez trop de choses à dire. L'espérance... Vous acceptez ou... Oui, j'accepte. Bon. C'est fait devant quelques dizaines de millions de spectateurs. Exactement, donc je pourrais pas me deviner. Mais l'espérance, parce que le travail intellectuel, c'est un moyen comme un autre. Mais si vous perdez l'espérance, vous n'avez plus la force pour travailler. Et c'est pour ça que l'espérance est, je pense, ce qu'on doit réactiver, parce que sans espérance, il n'y a plus d'avenir possible. Ça commence par prendre une adhésion à un parti, ça commence par soutenir financièrement un parti pour lui donner les moyens, parce que tous ceux qui s'engagent en politique, et c'est peut-être ça qui nous préserve d'être des politiciens comme les autres, on le fait de manière bénévole. Vous voyez, c'est ce qui nous garantit aussi de ne jamais perdre pied avec la réalité. Voilà. Parce que quand je quitte cet entretien, juste après, ma préoccupation, ça va être de faire les courses et puis à 17h de récupérer mes enfants. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une unité de vie qui doit garantir que la politique reste un service, la politique reste les deux pieds sur terre, connectés à la réalité, mais avec le cœur et la tête emplis d'une espérance qui fait que on n'abandonnera pas, parce que tout simplement on n'a pas le droit d'abandonner. Alors, est-ce qu'on va donner corps enfin à cette alliance des conservateurs que j'attends depuis des années, que vous avez esquissée avec Bruno Nord, le CNIP, qui est une vraie volonté. et Jean-Frédéric Poisson et son équipe, dont je suis d'ailleurs, je le signale, je suis porte-parole de Via. Et de Via, je voudrais vraiment pousser les feux pour qu'il y ait une force conservatrice. Laurence Trochu, ça c'est entre nos mains, il faut que nous le fassions. On a cette réunion d'ailleurs, déjeuner demain, réunion mensuelle avec Bruno Nord pour le CNIP, Jean-Frédéric Poisson pour Via. Vous savez, nos troupes ont appris à travailler ensemble pendant la campagne présidentielle. Au sein de Reconquête, de toute façon. En étant les alliés de Reconquête. En étant très aidés d'ailleurs par Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, enfin on a des correspondants qui nous suivent. Et c'est vrai que nos responsables locaux... Et Éric Zemmour. Et Éric Zemmour, bien sûr. Mais nos responsables locaux ont vécu quelque chose de paisible pendant cette campagne, au sens où ils ont pu travailler ensemble derrière le même candidat, ce qui n'avait pas été le cas
forcément dans les années passées, ou bien ne serait-ce qu'à l'échelle locale, ils pouvaient être engagés sur des listes qui n'étaient pas les mêmes. Et on a vraiment, en créant cette alliance des conservateurs, on a voulu répondre à leur demande qui était de dire mais voilà, on veut continuer à travailler ensemble parce que l'union fait la force. C'est d'ailleurs le titre de cette journée des conservateurs que nous organisons le 14 octobre. Parlons-en, voilà. C'est très près. C'est très près. Le 14 octobre, que va-t-il se passer, Laurence Alors, Trochu je suis... Organisé par le mouvement conservateur. Organisé par le mouvement conservateur. Et pas encore l'Alliance des conservateurs. Non, mais ils seront associés très étroitement, ne serait-ce que parce qu'ils seront présents comme intervenants. Je me suis dit, voilà, on a évoqué les conservateurs à l'étranger. On a vu la Hongrie, on a vu l'Italie, on a vu la Grande-Bretagne, on a vu l'Espagne presque gagnante. Pas loin. Voilà. Et je me suis dit, il faut qu'on aille voir ce qui se passe dans ces pays, c'est-à-dire sur quoi ont-ils réussi à faire l'union? Qu'est-ce qui a permis que ce soit gagnant dans les urnes? Et en Espagne, c'est flagrant. Alors, exactement. Donc, je fais donc venir des parlementaires de tous ces pays conservateurs qui ont gagné pour qu'ils nous disent tout simplement quelles sont les permanences universelles, c'est-à-dire communes à tous ces pays qui se reconnaissent dans l'état d'esprit conservateur, qui ont répondu aux aspirations de leur peuple. Au point qu'ils ont été choisis pour prendre la tête dans leur pays. Donc ça, ce sera vraiment les enseignements que nous aurons à tirer de nos aînés. Hein. Vous savez, Viktor Orban nous a dit la semaine dernière, je conçois la Hongrie comme un incubateur pour le conservatisme. Venez regarder chez nous comment on s'y prend et voilà. Alors que faut-il faire pour participer à ces journées, Laurence Trochu, cette journée? Il faut aller sur le site du mouvement conservateur, voilà, mouvementconservateur.fr, tout simplement. Regardez aussi les publications sur les réseaux sociaux. S'inscrire à l'avance peut-être? Il faut s'inscrire. Vous avez en plus la possibilité d'y déjeuner. Donc, si vous voulez avoir le panier repas, eh bien, c'est en option et vous pouvez le signaler. On fait en sorte que la journée soit, je dirais, la plus simple possible du point de vue logistique pour que vous puissiez vous concentrer sur les contenus. Et en option, on pourra trouver un nouveau conservateur. Exactement, parce que nous avons des partenaires. Le premier numéro, on a eu du nez. Le premier numéro qui date de septembre, oui. Ça a 2 ans, septembre 21, Covid et totalitarisme. Exactement. On avait vu juste, parce qu'au fond, le grand adversaire des conservateurs, c'est l'esprit totalitaire, et la machine totalitaire qui avance. Avec son langage, avec ses codes, avec ce qu'elle veut nous imposer en nous faisant croire que c'est bon pour nous, parce que derrière tout ça, c'était le même mécanisme d'ailleurs dans la manière dont le Covid a été géré. C'est bon pour vous. Oui. Voilà. Et en fait, voilà, il faut... Quelle importance nous avons. Exactement. Lutter contre ce totalitarisme qui se met en place. Et donc, ces partenaires, vous en êtes, Paul-Marie, et je vous en remercie. Il y aura le nouveau conservateur, il y aura l'ICEP, il y aura l'IFP, il y aura The New... Il y a une floraison. Le tout, c'est d'unifier. L'UNI... Et transformer en force politique. Exactement. The European Conservative qui sera là aussi. Voilà, des Espagnols. Exactement. Compris, on aura... des parlementaires européens. Et oui, et puis deux tables rondes, parce que, vous savez, moi, j'ai toujours considéré que l'engagement politique devait reposer sur ces deux piliers ou respirer de ces deux poumons, c'est-à-dire l'action et l'engagement à proprement parler, d'où mon invitation à destination des parlementaires, mais aussi la réflexion. Je crois que notre entretien l'a illustré. Oui. Et donc, il y aura deux tables rondes. La première, comment protéger notre patrimoine culturel. Et la deuxième table ronde, comment protéger notre patrimoine naturel. Voilà, avec des intervenants qui seront issus de think tanks, voilà, qui viendront de ces mêmes pays que j'ai cités. De think tank, Laurence. Voilà. De cercle de pensée. De cercle de pensée, voilà, exactement. Vous voyez, je vous taquine. Vous savez comment on dit en latin, qui bene amat, bene taquinat. Exactement. Je vous taquine. Voilà, en tous les cas, il faut que nous devenions une force et les Français doivent découvrir qu'ils ont pour l'apporter quelques beaux esprits. Oui. Une véritable égérie que vous êtes, avec une sincérité, une volonté remarquable. Merci. Que j'espère promise à un très grand avenir. Et l'espérance. Et l'espérance,
quittons-nous sur cette petite fille Espérance. Exactement. Merci Laurence Trochu. Merci Paul-Marie Merci beaucoup. Couteau. À bientôt. À bientôt.